revenir et dire non, là il faut du 109 et je pense que c'est vrai qu'on a une équipe pendant 4 ans assez compétitive. Mais non, c'est la fin. Combien de temps va lui sortir ça, le Brésil? Parce que je regrette qu'il s'est joué ce match avec des couches pampers. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre les lignes, le podcast belge qui parle foot. Et on se retrouve aujourd'hui pour une spéciale Coupe du Monde, évidemment. Et pour m'accompagner, et comme toujours, Marvin Ogunjimi. Comment tu vas? Très bien. Et très toi? bien. Mais écoute, je vais très bien, merci. À tes côtés, il y a Mehdi Bayat. Comment on peut te présenter? Franchement. Par où commencer? Par où commencer? Par le début, par Charleroi, tout simplement. C'est très bien, le plus important même. Bah oui, exactement. Merci beaucoup d'être là, ça fait trop plaisir. C'est un honneur pour nous de t'avoir, franchement. Merci. Vraiment, merci d'être là. Et Thomas Bricmont, qui est déjà venu dans l'émission, consultant foot. J'ai eu cette chance. Tu as eu cette chance, franchement, cet honneur même. Vrai. Tu peux le... Exactement. On va directement commencer. Demain, les Diables jouent un match décisif face à la Croatie. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment on se sent? Thomas, tu peux commencer. J'ai envie de dire que dans le foot, tout est possible, mais on n'est effectivement pas favori, ça c'est une certitude. Mais on est au pied du mur et donc autant je le sentais très mal contre le Maroc parce que vu ce qu'on avait montré contre le Canada et vu qu'on partait quand même favori, parce qu'on avait chanceusement gagné ce match contre le Canada, on pouvait se dire que ça allait passer contre le Maroc, mais ça j'ai pas été surpris parce que les Marocains ils avaient le couteau entre les dents. Ils l'ont montré, c'est pas une grande équipe du Maroc non plus, mais ils ont été meilleurs, ils ont été plus consistants dans le jeu, surtout en seconde période. Et ici contre les Croates, espérons que ça tourne bien. Évidemment, j'y crois pas, hein, si je devais parier de l'argent, je parierais sur les Croates. Hein, ça c'est très clair, mais bon, on sait jamais, on verra bien. J'y crois toujours et j'ai envie d'être supporter des Diables, je le suis. Et je crois toujours dans une forme de miracle. Et demain, ça sera un petit si on se qualifie en tout cas. Et comment on explique ce niveau? Non, moi j'ai une question. Pourquoi on ne sert pas favori? Tant qu'il y a Hazard, De Bruyne, Courtois. Non, tant qu'il y a Hazard, De Bruyne, Courtois sur le terrain, pourquoi on ne sert pas favori? Parce que Marvin, on n'est plus comme on a vieilli. Et ça, ils le disent tous. Et malheureusement, Hazard, c'est plus Hazard. Hazard, c'est plus Hazard. C'est son nom. Il n'a plus que son nom en fait d'ailleurs, c'est ça. Ça reste un joueur donc d'un ballon au pied, protection, il sait toujours le faire, mais il ne sait plus éliminer un homme comme il savait. Et je suis le premier supporter, tu le sais très bien, de Hazard, donc je suis très triste de ce qui lui arrive, mais c'est plus la même chose. Donc moi, je suis même content de son niveau par rapport à ce qu'il a montré dans des matchs comme face aux Pays-Bas ou même quand il a joué contre l'Égypte, là, c'était catastrophique. Ici, on a un meilleur Hazard parce qu'il prend un peu de rythme. Au Real, il n'en a pas du tout. Et il a quelques kilos en trop, il avance plus trop. C'est très dur pour lui de faire des différences. Mais c'est le cas de plein de joueurs. Alors De Bruyne, De Bruyne, il est au pic de sa forme, mais c'est peut-être le seul qui est meilleur normalement sur papier, ou avec Courtois peut-être, mais bon, Courtois était déjà gigantesque il y a 4 ans. C'est peut-être le seul qui a ce niveau, qui est meilleur qu'il y a 4 ans. Le reste, toute cette génération, il n'y en a pas un, cite-moi un joueur de cette équipe d'il y a 4 ans qui est au même niveau. Je peux tous les faire, il n'y en a pas un. Donc, c'est-à-dire Vertonghen, Alderweireld, il joue en Belgique, ça veut tout dire. Non mais c'est vrai, on a une défense. Avant il jouait à Tottenham, donc qui était 3, 4e du championnat anglais. Thomas Meunier, il n'est pas aussi fort, en tout cas qu'en 2018 où là il était dans son pic de forme. Bon, il joue un peu à Dortmund, mais c'est pas non plus le Thomas Meunier d'il y a 4 ans. Tu peux faire toute l'équipe. Mais toi, le discours qu'il y avait et Romelu est blessé. Donc, on a eu plein de discours. Enfin, les gens disaient oui, on est meilleur qu'en 2018, etc. Mais qui a cru, à part Roberto Martinez qui arrive à nous Mais c'est même pas le seul à l'avoir dit. Même des joueurs l'ont dit aussi. Même Lukaku l'avait même dit qu'en équipe, on est plus. En tout cas, De Bruyne ne l'a pas dit. Non, ça c'est clair. Il a été très honnête. Et je pense que il le sait, il n'y a personne qui croit un seul instant qu'on est meilleur qu'il y a 4 ans. Alors on a des bons jeunes qui arrivent comme Onana qui a montré qu'il a sa place et qu'il pourrait être un titulaire. Normalement Tielemans aurait dû être le patron, il ne l'est pas encore, mais prenez Witsel, même chose. Witsel, c'est plus du tout le Witsel d'il y a 4 ans, il a encore son placement, mais quand il y a contre le Maroc, on a vu quand ça accélère, c'est plus difficile. Donc le prime de la Belgique, c'était il y a 4 ans. Et surtout, au-delà de tout ça, c'est que la dynamique actuelle fait qu'on est d'office pas favori face à la Croatie. Mais il y a 2 ans, à l'Euro, on a vu comment on s'est fait balader. Donc le Portugal, on ne doit jamais passer. On passe ric-rac parce qu'on a un Courtois, on a une bonne défense, on a de la chance. Et un but qui vient d'ailleurs de Torgan Hazard. Mais contre l'Italie, on n'existe pas. Donc on est déjà moins fort il y a 2 ans. Et il y a 2 ans de plus dans les jambes, et donc ils sont encore plus vieux et moins bons.
Tu le sais très bien, plus tu vieillissais, plus oui, mais je ne suis pas d'accord, moi, en fait, avec ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je vous regarde pareil, et surtout toi, Thomas. Merci. En fait, je suis absolument pas d'accord, en tout cas, sur l'énergie qu'on dégage aujourd'hui autour de ce match. Ça veut dire qu'on crée, et pour être depuis 20 ans dans le football, j'ai le sentiment que des fois, on peut conditionner vraiment des matchs à se dire à tellement est-ce qu'il y a une énergie négative autour du fait de se dire ça va se passer de cette manière-là, que ça va se passer de cette manière-là. Et c'est exactement le même principe que je discutais tout à l'heure, parce qu'on sait que je suis d'origine iranienne. Le match de l'Iran contre les États-Unis, c'était tellement, on a le sentiment, voilà, qu'ils allaient vraiment jouer pour ne pas perdre, et puis finalement, ils ont perdu. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de conditionner cette équipe, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. Pour moi, ça reste encore une fois des joueurs tout à fait valables, et on est dans une compétition qui a cette particularité de permettre de jouer au match le match. L'objectif, c'est uniquement de gagner. Quand on a gagné contre le Canada, j'ai eu l'impression qu'on était gêné qu'on avait gagné contre le Canada et que limite, il fallait perdre contre le Canada. On a gagné en n'étant pas bon. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ne pas être bon quand on gagne dans une compétition à élimination directe? Je veux dire, je suis... ça, tu vois. Non mais peu importe. Mais je veux dire... Tu l'as vu contre le Maroc. Si ton niveau de jeu il est moyen ou voire... Oui, mais j'aurais aimé voir la Belgique même être encore moins bonne que ce qu'elle a été contre le Canada et de gagner un match. Et demain, ce qui est important, encore une fois, c'est de passer le cap. Et c'est là qu'on peut créer quelque chose. Parce que finalement, le problème qu'on a avec ce groupe qui se connaît depuis très longtemps, et tu le disais à juste titre tout à l'heure, j'ai connu ce groupe à la sortie de l'Euro de 2016, où la première fonction que j'ai occupée au niveau de mes responsabilités sportives à la fédération, c'est de faire le bilan de la sortie de l'Euro 2016. On avait déjà des problèmes à l'Euro 2016. On avait déjà des problèmes, pas encore en tant que... Et pas revenir sur le coaching de Marc Wilmots, ça a déjà été débattu à de nombreuses reprises. Mais même au niveau des qualités du groupe, il y avait déjà en fait des questions à ce moment-là sur le fait de comment faire évoluer cette équipe, le positionnement, quelle est la meilleure tactique à mettre en place. Roberto Martinez, aujourd'hui, a, je dirais, en tout cas le sentiment que moi j'ai de l'intérieur, en tout cas de ce que j'ai vécu jusqu'au moment où j'étais là, c'est qu'il a créé un groupe qui joue comme une équipe, mais comme une équipe de club. Ça, c'est très bien. Et comme dans toute équipe de club, et c'est le seul point sur lequel je suis plus ou moins d'accord avec toi, c'est que l'équipe devient vieillissante. C'est vrai. Oui, et la relève va arriver au fur et à mesure, parce que ça aussi, c'est un très bon travail que Roberto Martinez a fait. Mais le problème qu'on a effectivement aujourd'hui, et peut-être que tout le bordel qui est sorti, je dirais, des problèmes éventuels, parce qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de preuves. On a l'équipe qui fait finalement une sortie fulgurante en disant c'est le bordel dans le vestiaire des Diables Rouges, et puis d'un coup, le monde entier reprend que c'est le bordel dans le vestiaire des Diables Rouges. Je ne pense pas que ce soit autant le bordel que ce que l'équipe a dit, mais peut-être qu'à un moment donné, il y avait une remise en question qui était nécessaire, et que peut-être que, grâce à ce qui s'est passé, peut-être, et notamment suite à la défaite contre le Maroc, ça va créer quelque chose qui va peut-être permettre à l'équipe de faire à un moment donné complètement quelque chose de bien contre la Croatie. Après, tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est très optimiste, hein. Parce que... Il est obligé. Non, mais je pense qu'il a raison. Comme j'ai dit, tant qu'il y a De Bruyne, ok, Hazard, c'est plus Hazard, mais il y a De Bruyne, Courtois, un Lukaku qui est sur le terrain, on peut gagner tous les matchs. Mais Lukaku, il revient de blessure. C'est pas grave. On va voir combien de temps qu'il peut jouer. Mais ça reste comme Lukaku. Donc tant qu'eux sont sur le terrain et ils ont une fierté, je pense que demain, c'est la fierté qui va être importante. Parce que pour beaucoup de joueurs, c'est la dernière Coupe du Monde. Fortune, c'est la fin. Alderweireld, c'est la fin. Hazard, c'est la fin. De Bruyne, on ne sait pas. Lukaku, est-ce qu'il va arrêter? On ne sait pas. Je ne trouve pas que par rapport au comportement qu'ils ont eu les 2 premiers matchs, on n'a pas justement senti cette fierté, on ne l'a pas senti. On n'a même pas senti que c'était leur dernière Coupe du Monde. C'est la seule chose que je me demande un peu, c'est la fierté. Si je vois jouer des pays comme Iran, ou States, ou Maroc, Sénégal, Équateur, ils ont la fierté. Tu le vois même quand ils chantent leur hymne national. Tu vois qu'ils ont une fierté. Ils pleurent et tout, ils pleurent. Ça, on n'a jamais été... Ça, et on le sera jamais de manière. Non, je sais, mais ça fait qu'il y a beaucoup de questions. Non, mais c'est vrai. On n'a jamais été... On va jamais... Non, mais ça fait que quand ça chante dans 2 langues, déjà. Quand ça tourne pas, il y a des questions. Est-ce qu'ils ont la fierté? Juste pour des bêtises comme ça, alors que je sais très bien que les joueurs comme ça, ils ont tous la fierté, ils veulent tous gagner. Et même, c'est le rêve de faire une Coupe du Monde. Enfin, toi, je veux dire pour tout le monde. Mais quand ça tourne pas, on va tout chercher à pourquoi il fait ça, pourquoi il chante ça. Et ça, c'est pour ça que je dis, il y a une certaine similitude avec ce qui s'est passé à l'Euro 2016 en France. J'en reviens à ça. On a critiqué aussi les garçons en leur disant ouais, mais on a cette génération qui était déjà la génération dorée à cette époque-là.
Elle est dorée depuis longtemps quand même, faut pas l'oublier. C'est ça, mais bien sûr. Et donc, la réalité était là. Et donc, à un moment donné, c'était d'abord, les joueurs ne s'en mettent pas en question, le coach et la tactique. Donc, finalement, le foot reste le foot. C'est à un moment donné, c'est soit de toute manière, c'est des joueurs qui n'ont pas cette truc. Et j'ai vécu un peu la même chose à Charleroi. Hein. Mon début de saison, à un moment donné, c'était est-ce que c'est l'entraîneur, est-ce que c'est des joueurs et à la fin, c'est toujours soit la faute des joueurs, soit la faute de l'entraîneur. Non, on parlait pas de génération dorée à Charleroi. Peut-être pas dorée, mais elle est quand même pas mal, ma génération. Oui, mais après Martinez, la seule chose que je lui reproche, c'est ces changements sont tactiquement. Qu'en Italie, pour moi, c'était déjà une première preuve qu'il n'était pas à l'auteur des joueurs. Il a montré ses limites, quoi. Et maintenant encore, et voilà, il n'y a rien de grave avec ça. Si tu vois les grands pays, Espagne, Pays-Bas, la France, ils ont tous un coach qu'ils ont joué à ce niveau-là. Ou Van Gaal, ça fait depuis 20-30 ans qu'il est là, tu vois. Donc, c'est le seul problème que j'ai un peu avec Martinez, que tactiquement... Sa rigidité tactique, tu veux dire, ou parce que finalement, sa tactique, elle n'est pas... Ou son fond de jeu, est-ce qu'il peut voir et lire le jeu? Il n'a pas tout le plan B, moi je trouve qu'il n'arrive pas tout le temps à réagir à chaque fois à la situation. Est-ce que c'est lire le jeu? À contrario, ici, moi, le meilleur exemple, c'est le Brésil, quoi. Ouais, mais le Brésil, il a. Oui, mais combien de temps va lui sortir ça, le Brésil? Pour moi, c'est la masterclass de Roberto Martinez. Ça, je suis d'accord, mais il y en a une des masterclass. Ouais, mais après. Contre le Brésil, on a gagné pourquoi? Parce que Courtois, il a sauvé 2 ballons. Oui, mais même c'est un tout, c'est un tout. Et aussi parce qu'en première mi-temps, on les mange techniquement. Bien sûr. Parce qu'en mettant Lukaku sur le côté, en libérant l'espace pour Hazard, tout ça, c'était très habilement joué. Donc il sait quand même, il faut quand même. Alors moi, je suis pas son fan numéro 1, loin de là, mais il faut quand même raison garder, quoi. Il y a un moment, il faut pas lui tomber dessus. Je pense qu'on est en fin de cycle, et dans tous les fins de cycle, dans toutes les grandes équipes, et nous, alors ce qui me fait encore plus marrer dans cette histoire, c'est qu'on nous dit toujours, il n'aura rien gagné. Mais jamais on avait la meilleure équipe du tournoi, même en 2018, quand on est à notre prime, vraiment, là on est à notre meilleur niveau. Et on n'a pas la meilleure équipe du tournoi, on est moins fort que le Brésil. Pour moi, sur papier, on est moins fort que la France, on est peut-être moins fort que d'autres équipes. Et il a réussi à faire une 3e place qui est très bien. Donc, pour moi, il a quand même réussi un très bon tournoi. À l'Euro, on était déjà moins bien. Et peut-être qu'on aurait pu faire mieux, je ne suis pas sûr, parce qu'on était moins fort que l'Italie, quoi. Enfin, je veux dire, l'équipe italienne, c'était costaud et ils ont gagné au final. Donc, on a perdu contre les tenants du titre, enfin les gagnants, les futurs gagnants. Donc on doit se complaire de ça alors que... Franchement, on est la Belgique, les gars. On n'est pas autre chose. On est la Belgique, on n'a jamais rien fait d'autre. On n'a jamais fait... mais t'as ces joueurs-là qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. On a combien de joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde? L'équipe de France, ils ont 27 joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Ils ont des joueurs qui jouent dans des grands clubs qui sont même pas appelés. Ils ont gagné. Oui, mais c'est la France. C'est un pays de 60 millions d'habitants ou même 70. Mais tu peux comprendre la frustration de certaines personnes parce que justement, tu te dis, t'as ça. Mais là, les gens, il faut qu'ils arrêtent, quoi, parce que même les Pays-Bas qui ont eu des générations extraordinaires avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs, ils n'ont rien gagné. Oui. Donc même les Pays-Bas, qui en termes d'histoire, c'est encore plus grandiose. Mehdi a mis un pub orange en hommage des Pays-Bas. Il a raison, parce que c'est une grande nation. Nous, il faut qu'on remette les choses il faut remettre les choses dans son contexte. Alors avec un peu de chance, on aurait pu la gagner en 2018, mais maintenant, il n'y a normalement plus aucune chance de gagner. Même en 2020, il y avait très peu d'espoir. Il faut se rappeler qu'on n'était pas non plus à croire que ça allait... Bon, là, on demande juste de sortir des poules. On ne demande pas de gagner la compétition, tu vois. Peut-être qu'on peut y croire. Bon, je pense que parce que quand on regarde De Bruyne sur le terrain à City, on pense qu'il va faire la même chose en Belgique. Mais malheureusement, c'est un peu naïf de penser ça. C'est différent. À City et la Belgique, c'est totalement différent. Il a un collectif de fous, il a une équipe qui est articulée. Oui, mais parce que c'est des clubs et des pays, c'est très compliqué. Sauf quand c'était l'Espagne ou l'Allemagne, parce qu'ils avaient 8 joueurs du Bayern ou 7 joueurs du Barça. Et alors là, c'était un copier-coller. Mais pour le reste, tu sais, regarde Messi avec l'Argentine, quand c'était pas le Messi de Barcelone, parce qu'il n'avait pas Xavi, Iniesta autour de lui ou d'autres. Ici, il est obligé de faire avec ce qu'il a. Et l'Argentine, ils ont cette grinta, ils ont des bons joueurs, ils ont quelque chose, mais ça n'a rien à voir, c'est pas un collectif, ça joue pas comme le PSG même aujourd'hui. Donc, Brésil, même chose. Enfin, je veux dire, tu peux pas comparer ça. Et De Bruyne, il doit s'adapter. Et malheureusement, il y a un problème. Et quand même, à un moment, il doit se dire, soit tu viens pas parce que tu trouves que tes équipiers ils savent pas jouer au foot et t'as pas envie de perdre ton temps, soit tu viens et t'acceptes de jouer avec des joueurs plus faibles. Moi, j'entends pas Messi dire, mes gars savent pas jouer comme au PSG ou comme au Barça. T'entends pas Neymar dire la même. Enfin, tu vois, c'est pas. Ça, c'est un peu un discours qui est un peu dérangeant, par contre. Oui, mais je pense qu'on donne trop d'attention à un truc négatif comme Canada, on gagne 1-0. On parle que du geste qu'il a fait avec Alderweireld. On a gagné 1-0, sois content, on a la Coupe du Monde. Mais on ne faut que parler du geste qu'il a fait avec Alderweireld. Il est parti parler avec Martinez. On sait que Kevin, c'est un râleur. Ça va toujours rester un râleur.
mais donne l'attention positif et arrête avec tout le négatif. Oui, pourquoi elle a fait ça avec Alderweireld, c'est pas beau. On a gagné 1-0 le premier match à la Coupe du Monde contre Canada. C'est normal, c'est dès que ça va moins bien, tu pointes les choses négatives d'office. Tu vois, c'est toujours comme ça. Tu aurais fait la même chose en 2018, on n'aurait même pas calculé qu'ils soient embrouillés ou pas avec sur le bord de terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça. On vient de gagner 1-0 contre Canada. Mais tous les médias du monde entier feraient la même chose. C'est-à-dire, ça serait pire. Je veux dire, les Espagnols, ils analyseraient sur ce qu'il a raconté. Il y aurait une émission spéciale chez Charito. Exactement. Nous, c'est encore léger, quoi. Enfin, tu vois. C'est normal que si ça va mal et qu'on était une grande nation et que ça va beaucoup moins bien, c'est normal qu'on s'arrête. Enfin, c'est normal. Je dis pas que c'est bien. Hein. Je dis pas que, non, mais c'est logique, quoi. C'est dans l'air du temps et il faut créer de la polémique et voilà. Moi, je cherche des excuses pour rien. Non, il faut de la vérité. Je pense que c'est vrai qu'on a une équipe pendant 4 ans assez compétitive, mais non, c'est la fin. Avant, il y avait Kompany qui savait un peu gérer le côté francophone, les côtés flamands. Kompany, il est parti. Et on voit bien que maintenant, le groupe est en train de se séparer. Clans, quoi, Ça aussi, il faut le dire, qu'il y a toujours un problème entre francophones et flamands. Il y a Kompany qui a tout géré, parce que Kompany, c'est quelqu'un qu'on respecte, qu'on écoute. C'est Bruxelles, quoi. C'est 2 langues. Voilà, et maintenant, elle est partie, et maintenant, on voit que voilà, ça va un peu moins dans le groupe. Mais Martinez, il avait beaucoup à Kompany. Hein. C'est pour ça qu'il n'était pas cherché Vermaelen, mais c'est pas Kompany. Quelle équipe vous a le plus impressionné depuis le début de la compète? Dans tous les sens du terme, hein. Au niveau du jeu, justement de l'esprit. Je pense qu'il va dire Pays-Bas, je pense, avec son pull la orange. France. La France, elle est vraiment au-dessus du lot. On voit tout de suite les réserves surtout qu'il y a dans cette équipe. Elle est sans limite, en fait. N'importe qui peut sortir et il y aura toujours quelqu'un qui va prendre la place et en fait, on ne se rendra même pas compte. On a voulu dire, genre, mon Dieu, tous les blessés, Benzema finalement n'est pas là parce que peut-être c'est le Ballon d'Or, mais on oublie que Benzema, il y a déjà quelques temps, il n'était pas là. Et finalement, on l'a réintroduit dans une équipe de laquelle il vient de ressortir pour des raisons médicales, mais ça change absolument rien. Il y a un vivier qui est là et ça reste une grande nation du foot. Voilà, la différence, elle est là. C'est que quoi qu'il se passe, les gars seront présents dans les tournois. Et c'est là où je rejoins un peu ce que Thomas disait. C'est vrai qu'aujourd'hui... Non, mais on n'est pas toujours pas d'accord, forcément. Hein. mais là, c'est vrai que c'est ce terme, cette notion en fait de nation du foot, où là, il y a... La France, elle est partie pour des années. On va devoir travailler plus pour essayer de rattraper finalement ce retard qu'on peut-être avoir pendant peut-être une petite période, le temps que la nouvelle génération vraiment s'installe convenablement et qu'elle prenne la place. Mais en France, j'ai le sentiment que ça n'arrive pas. L'Angleterre a vécu un peu la même chose. Le Portugal a connu un peu la même chose. C'est-à-dire qu'eux, finalement, ils ont eu une période où ça s'est un peu moins bien passé. L'Angleterre justement de la Coupe du Monde à qui on a pris la 3e place en Russie n'a rien à voir avec l'équipe de maintenant. Le Portugal finalement qui à un moment donné a eu une pente descendante, mais malgré ça est quand même resté un acteur important dans les différents tournois qu'on a connus sur les dernières années. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique aussi qui est en place aujourd'hui et qui va leur permettre de pouvoir se positionner. C'est là où nous on va devoir aussi c'est de se positionner un peu différemment. Et comment on peut le faire? Les Hollandais ont fait aussi avec une nouvelle génération qui arrive maintenant. Et comment ça se passe? Comment on peut le faire en Belgique? Comment on arrive justement à faire C'est un travail de fond qu'on a commencé à préparer à l'époque avec Roberto Martinez. Et malheureusement, c'est un travail vraiment de fond. On ne le voit pas. Parce que ce qu'on voit surtout au niveau du travail de Roberto, c'est les résultats qu'il fait avec les Diables Rouges. Mais sous cette casquette de directeur technique qui gêne encore plus aujourd'hui, parce que quand ça va pas, on a envie de trouver toutes les excuses pour dire que les doubles casquettes, et je suis bien placé pour en parler à mon époque, avec les nombreuses casquettes que j'avais, on m'a toujours un peu fait des reproches, quoique moi finalement ça n'allait pas si mal à l'époque partout où j'étais, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on tire un peu dessus, mais c'est ce travail que Roberto en fait a préparé, c'est de vraiment mettre en place une structure, une ligne de conduite qui est suivie dans toutes nos équipes d'âge, et de faire en sorte aujourd'hui que lui connaît par cœur, de nos U15 jusqu'à nos Diables Rouges, chaque joueur de manière individuelle. C'est-à-dire qu'il a vraiment une vision très claire sur qui peut être le potentiel successeur de Hazard, de De Bruyne, de Witsel, de Lukaku, de Courtois. Le listing est là. Après, le tout, c'est de pouvoir, en fait, à un moment donné, avoir cette sortie et ces rentrées. Et là, on en revient un petit peu comme un travail de club. Dans un club, en fait, c'est plus facile parce que quand on sort un joueur, on a un effectif, on sait qu'on doit le recomposer, on recommence chaque année. Ici, c'est un peu différent, mais il faut plus ou moins essayer d'adapter de la même manière et de faire en sorte que l'équipe, comme je disais, qu'il a mis en place et qui nous a permis de faire de l'Euro 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a des joueurs qui vont tout doucement sortir de l'équipe. On va en avoir de plus en plus. Vincent Kompany a été un des premiers pionniers, je dirais, de cette génération dorée à sortir. Et c'est vrai qu'il avait un rôle extrêmement important sur
et en dehors du terrain particulièrement, et qu'aujourd'hui, va falloir tout doucement préparer la suite et la relève pour faire en sorte qu'il y ait de nouveaux garçons qui arrivent, et surtout des résultats. Parce qu'à un moment donné, c'est les résultats qui vont faire, c'est comme dans une équipe. À fond. On a beau faire tout ce qu'on a envie. Moi, à Charleroi, la meilleure saison que j'ai faite de toute l'histoire du club, c'est avec Karim Bellossine, la première année de Karim Bellossine, avec un groupe qui était un groupe vieillissant sur l'année où Felice Mazou est sorti. C'était plus ou moins le même groupe, et s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait peut-être terminé vice-champion de Belgique, j'en suis quasi certain. Mais c'est des choses se sont dessinées, se sont mises en place, je dirais de manière un petit peu spontanée, naturelle. Ici, il faut beaucoup plus de calculs, et le vivier est là. Mais il va falloir un petit peu de temps pour faire en sorte que cette équipe ait à la question fatidique de se dire est-ce que Roberto Martinez doit continuer ou pas, quel que soit le résultat finalement de la Coupe du Monde. Puisqu'à la fédération, d'après ce que j'ai lu ou entendu, la question était de se dire est-ce qu'on doit déjà prolonger avant même et assumer qu'est-ce qui se passe sur le résultat. Et je pense que la pression de la presse flamande sur la fédération a fait qu'ils ont dit non, on va attendre. Et non, mais ça, je pense que c'est quand même la meilleure des solutions, parce que tu peux imaginer prolonger Martinez et qu'il sort après une défaite demain contre la Croatie, c'est intenable. C'est intenable. Tu peux pas justifier, tu sais pas justifier, et alors il va revenir et tu vas dire non, là il faut du sang neuf, et je pense que même lui, s'il sort au premier tour, il claquera la porte et bon, maintenant ma mission elle est terminée. Et il l'a dit plus ou moins à demi-mot aussi dans la presse. En même temps, si Roberto emmène cette équipe, je sais pas moi, jusqu'à la 2e ou la 3e place. Ça, c'est autre chose. Non, mais, et donc, c'est pour ça que la question peut toujours se poser. Tu sais, moi, je me souviens toujours, et c'est des moments dans la vie d'un dirigeant qui sont tellement importants, quand on est en Russie et qu'on est en train de jouer contre le Japon et qu'on est mené à ce moment-là, on se regarde avec Bart Verhaeghe dans la tribune tous les deux, en train de se dire, c'est pas possible, on n'a pas fait tout ça pour ça. Et c'est vraiment la question qu'on se dit, c'est que là, on se regarde, on se dit, on s'est battu, on a mis en place le truc, on a tout fait, pour arriver là maintenant dans ce scénario et de sortir, c'est pas possible. Et en quelques minutes, tout a basculé, et puis on s'est retrouvé à courir dans les escaliers pour descendre en bas. Et ça devient un match référence. Et aller fêter. Non mais, et c'est tout qui change. Une belle tête de Vertonghen, un peu par hasard, centre-tête, ça change tout. Donc ça change tout. Et c'est pour ça que je dis, ne fermons pas la porte. Et là, je rejoins Marvin par rapport à ce qu'il a dit. Voilà, demain, on est en train de discuter, mais demain, tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'il suffit que demain, tu aies une victoire et que ça passe, et qu'après, derrière, tu sois capable de faire des exploits, et que tu termines peut-être à la 3e ou à la 4e place de ce tournoi, finalement, tu te dis, écoute, on a quand même réussi à faire ce qu'on a à faire, et puis tu donnes la crédibilité ou pas à celui qui a aussi l'envie, peut-être, de dire, je vais continuer mon travail encore pendant un certain temps. Et c'est là où, heureusement que je ne suis plus à la fédération pour décider ce genre de choses. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop gentil pour son groupe ? Quand je le vois acter du terrain, et après le match, à chaque fois quand j'entends parler, moi je trouve qu'un coach doit toujours protéger son groupe, toujours. Je trouve que des fois, il va un peu trop loin dans la manière de protéger son groupe, comme un Hazard, comme il y a certains joueurs qui protègent vraiment beaucoup. Il faut être lucide, c'est pas n'importe quel groupe. Je veux dire, non, moi qui ai vécu pendant tout un temps, pendant les 5 ans, je me suis occupé des Diables Rouges, j'avais un tel contraste entre le vestiaire de Charleroi et le vestiaire des Diables Rouges. Et la réalité, elle est qu'on ne gère pas de la même manière le vestiaire. À un moment donné, oui, alors je pense savoir que Roberto s'est fâché ces derniers temps à la mi-temps de certains matchs comme il ne s'est jamais fâché, mais on ne peut pas toujours non plus se fâcher, parce que le problème qu'il y a, c'est que ces garçons-là ont un ego, ces garçons-là ont l'habitude de travailler avec les plus grands coachs au monde, et qu'à un moment donné, en fonction de la situation dans laquelle on est, il faut toujours être capable de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut créer, je dirais, presque un conflit de non-retour avec un garçon comme Kevin De Bruyne, avec les qualités et les défauts qu'on lui connaît ? On sait qu'on a besoin de lui, et il le sait lui-même. Et donc le tout, c'est de créer finalement le meilleur scénario pour que les choses se passent bien. Et c'est là où c'est vraiment pas facile d'être dans le corps, dans le costume de cet entraîneur, qui peut-être qu'à certains moments, il a vraiment envie de monter même peut-être sur le terrain et de leur mettre une gifle. Mais c'est là où son ego doit être rangé au placard, parce qu'il doit avant tout penser au groupe et se dire de quelle manière est-ce que je dois gérer ça pour faire en sorte à un moment donné qu'on puisse compter sur tous nos joueurs. Toi-même qui as été joueur de foot, tu le sais bien, ça c'est quelque chose que j'ai vécu moi des fois dans le vestiaire de Charleroi. Tu vas avoir à un moment donné un entraîneur qui va arriver et qui va avoir une méthode un peu plus dure et qui va dire moi je vais taper sur tout le monde. On en a connu plein en Belgique, il y a plein d'exemples. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un joueur qui va l'accepter, et puis après le lendemain l'entraîneur va aller le prendre dans les bras et va lui dire écoute je t'ai crié dessus pour ton bien. Il y a un joueur qui va l'accepter, il y en a 5 qui vont jamais l'accepter. Et l'histoire, elle est close et c'est fini. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il faut
il faut... je pense que c'est pas facile d'être entraîneur d'une équipe où tu n'as que des stars, ou presque. Là que même si elles sont vieillissantes. Ouais. C'est là que tu vois l'importance d'un compagnie. Comme Anderlecht, on a oublié qu'on a cru que Vincent il va partir, ça va aller. Non, il est parti en Anderlecht, ils sont direct. Ouais. La Belgique, la même chose. Quand Compagnie était là, il n'y a jamais un truc comme maintenant qui est sorti. Hein. Non, jamais. Compagnie, il gérait son groupe. Et Martinez, lui, il savait aussi. Compagnie gérait tout, donc il pouvait faire son truc. Maintenant qu'il n'est pas là, on voit très bien qu'il y a des problèmes. Et le coach a toujours besoin de quelqu'un dans le groupe où il peut tomber dessus. Et je ne sais pas si en ce moment-là, il ne sait pas, je pense, où il va vers De Bruyne ou Hazard ou Overtongen. Alors que peut-être dans le groupe, il y a des trucs qui ne sont pas vraiment très stables. Tu n'as pas de patron qui se dégage, quoi. Voilà. Aucun patron. Et ça, c'est un problème. Ouais, et sur le terrain, je trouve, et dans les vestiaires. Tu vois. Enfin, tu vois, c'est aucun patron là-dedans. Et un coach a toujours besoin de quelqu'un dans le groupe qui est un patron, sur qui peut tomber, qui peut appeler, qui peut parler avec, pour l'écouter, essayer de gérer ça. Et je pense pas que Kevin, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Eden, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Everton, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais malheureusement, il est plus à ce niveau comme avant. Donc voilà, qui va parler? À personne. Après, tout tombe sur Martinez. Mais donc, si je t'écoute, tu dis que le bilan, en gros, de Roberto Martinez n'est pas catastrophique ni quoi que ce soit. Justement, il a fait plutôt du bon taf. Je pense qu'il a même fait de l'excellent travail. Okay. En tout cas, surtout au niveau structurel, ce qui a été fait à la fédération, ça n'a pas de prix. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est peu visible. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on n'avait pas du tout avant. Avant, la fédération, c'était un porte-clés. Et je pèse vraiment mes mots. C'était un porte-clés qui se donnait presque dans un monde de voyoucratie, où c'est en fait le plus fort arrivé. Alors à un moment donné, c'était une aile ou quelqu'un qui débarquait, qui prenait le porte-clés, et puis ensuite gérait la fédération un peu comme il la voulait. Et puis on avait un compromis entre le monde amateur et puis des personnes qui étaient là. Et puis, il n'y avait pas de liant, quoi, en fait. Absolument pas. Ça. Le travail qui a été fait aujourd'hui, c'est structurellement de faire en sorte que la fédération ne soit plus un porte-clés qui se transmet à un moment donné, comme un café se transmettrait dans une salle de réunion. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, il y a une vraie structure. La fédération a complètement changé de visage et elle a aussi une structure sportive. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce système pyramidal qui est en place avec les Diables Rouges qui sont tout au-dessus et puis tout le reste qui est là. Rien qu'au niveau infrastructure, je veux dire, quand on voit aujourd'hui Tubize, l'Europe nous envie Tubize. C'est pas Clairefontaine non plus. Hein. Non, mais bon, pour moi, ça va mieux que Clairefontaine. Sincèrement, en termes de je dirais... Environnement, non. D'environnement, surtout. Non, mais pas que l'environnement. Mais je parle de l'environnement professionnel de travail. Okay. Le fait qu'on ait réellement tout le monde aujourd'hui qui soit sur le même palier de travail, c'est-à-dire que les joueurs, les arbitres, les employés administratifs de la fédération, tout le monde est là. On a l'hôtel, tout est en place, je dirais vraiment, pour faire une famille un peu comme ça. Très clairement, ce qui n'était pas la fédération. Moi, à la sortie de l'Euro 2016, quand on est arrivé, il y avait une fracture énorme entre les joueurs, la fédération, l'administration. On avait vraiment l'impression que la fédération, au niveau de nos bureaux, c'était les fonctionnaires finalement qui sont de l'autre côté. Et puis on avait les joueurs qui s'entraînaient à Tubize, et pas toujours d'ailleurs. Et c'était très compliqué. Il y avait vraiment une fracture entre tout le monde. Et on avait créé cette culture un peu du nous-eux, chose contre laquelle on s'est vraiment battu. Et aujourd'hui, il y a une unité incroyable, il y a une structure qui est en place, et ça, Roberto Martinez, évidemment, est un des acteurs les plus importants dans la mise en place de cette structure qui a été créée complètement, avec un vrai suivi, et surtout, la possibilité de pouvoir remplacer n'importe quelle personne aujourd'hui qui travaille dans la structure sportive par quelqu'un d'autre, sans coucher tout le château de cartes. Parce qu'avant, c'était comme ça. Quand ils sont partis, moi je veux dire, à l'Euro 2016, on arrivait, il n'y avait plus rien. Et qu'on était là, on se disait, bon, ok, comment on va fonctionner? Avec qui? Comment ça va tourner? Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Même si demain, Roberto Martinez s'en va, et c'était vraiment un de nos objectifs prioritaires, c'est de faire en sorte que Roberto s'en va, quelqu'un d'autre viendra. Alors, il devra travailler autant que lui. Ça c'est encore une autre chose. Parce que sincèrement, je pense, pour en avoir parlé avec beaucoup de personnes, parce que je n'ai pas forcément connu tous les autres avant, mais il n'y a jamais autant un sélectionneur national n'a travaillé que ce que Roberto travaille. Roberto travaille, c'est un full-time, il est là tous les jours, quand il n'y a pas, en dehors de l'Euro et de la Coupe du Monde ou de la Nations League, il est tous les jours au bureau. Il est tous les jours là, il travaille tous les jours et il a vraiment du boulot.
Ouais, mais c'est des choses que nous, on voit pas. Nous, on voit que les résultats sur le terrain parce que nous, on veut gagner. Mais toutes les structures, c'est vrai que quand moi, j'étais là en 2011, c'était l'hôtel à côté de l'aéroport, à Complaza. Après, on avait un entraînement à Dighem, non? À Dighem, donc on prenait le car, on était 30 minutes dans le bouchon. L'amateurisme, en fait. Oui, il n'y a pas si longtemps, tu vois. On avait Bourda. Voilà, tout a changé, donc je pense que pour ça, il a fait beaucoup de choses. Mais malheureusement, le peuple belge, il veut voir des résultats avec des joueurs comme De Bruyne et tout ça. C'est ça le problème comme malheureusement, tout ce qu'il a fait ne voit pas sur le terrain. Mais on n'est pas non plus... Et ça, c'est vrai que je ne suis pas pessimiste, parce que bon, pour moi, c'est la fin d'une génération, et je pense que ça l'était déjà en 2020, d'une certaine manière. 2018, ouais, voilà, c'était le sommet. Mais ce qui suit, c'est pas non plus 2008 ou 2007, où on avait vraiment eu des joueurs très, 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 très moyens. Ici, on a plein de jeunes joueurs qui joue déjà dans des grands clubs. De Ketteler, il est à l'AC Milan. Enfin, je veux dire, à l'époque, on a la relève. On n'aura plus jamais, ça c'est une certitude, je pense, enfin peut-être dans 100 ans, mais... Autant de bons joueurs au même moment. Le meilleur gardien du monde, Hazard, un top 5 mondial en 2018, voire même meilleur joueur du monde pour moi à ce moment-là. De Bruyne et Lukaku, qui était aussi très bon. C'est impossible. Là, je pense que maintenant, dans la relève, on a des très bons joueurs. Je pense que Onana montre que ça va être un titulaire en puissance. Tout à fait. Tielemans, il est encore très jeune et je pense qu'il va enfin, peut-être, quand Witsel sera parti, prendre les rênes de l'équipe. Roméo Lavia, je mets une grosse pièce dessus. C'est devant que c'est peut-être un peu plus inquiétant parce qu'on n'a pas vraiment de numéro 9 qui se dégage. Mais on a quelques extraordinaires joueurs, Anderlecht, Duranville. On a encore plein de jeunes, encore plein de jeunes qui sont bons. Les résultats chez les jeunes, ça c'était une catastrophe à l'époque. Par exemple, moi je regardais souvent les résultats des jeunes, pas uniquement des U21, même les U21 c'était mauvais, mais U18, U17, enfin U16, etc. C'était une cata. Ici maintenant, on joue avec les meilleurs en Europe. Toutes les générations sont fortes. Donc il y a vraiment un travail il y a une relève, c'est plus comme avant où on espérait avoir... Enfin, je sais même pas comment elle s'est constituée, cette génération de c'est parce que, si, c'est grâce aux formations étrangères, quoi. Bah, bien sûr. C'est Lille, c'est Ajax, pour Vertonghen, Vermaelen, Dembélé, tout ça. Dembélé, enfin, c'est grâce à l'étranger. Et puis maintenant, on les forme chez nous et puis ils partent dans des grands clubs européens. Oui, et puis on a tout aussi une partie de génération qui est déjà dans les clubs parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des clubs européens qui n'ont pas arrêté de venir chercher nos bons jeunes. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a tellement et tous les clubs forment. Et donc, le problème, c'est qu'on a... Il y a un dernier moment un problème en fait, d'offre et de demande. C'est ça. Et donc, peut-être qu'ils ont moins d'impact, mais moi, il y a beaucoup de nombreux joueurs belges qui sont là encore sous les radars et qui, je suis persuadé, vont tout doucement commencer à se faire connaître et vont nous permettre, encore une fois, d'avoir cette continuité. Il n'y a pas de doute. On parlait de la France. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vous ont impressionné ? Ou pas, ou justement déçu. Ou vous attendiez peut-être à un autre niveau et déçu un peu... Argentine. Argentine, le premier match. Ouais, bon, même le deuxième match contre le Mexique, ils n'étaient pas vraiment... Ils étaient pas... Tout le monde les mettait à fond favoris. Ouais, mais peut-être on les a moussés aussi peut-être un peu trop. Je crois que c'est ça aussi. Les mecs qui sortaient, je crois pas perdu depuis 36 matchs. Ils allaient battre le record de l'Italie. Après, j'ai vu leur équipe, j'ai dit, mais... Il n'y a que Messi et Di Maria. Pour le reste, il y a des joueurs que, bon, c'est pas parce que je ne les connais pas, mais même je vois leur match. Messi, on connaît Messi, voilà, ça reste Messi, mais pour le reste, Argentine, franchement, derrière. C'est vrai qu'on les a tous, tout le monde les a mis favoris. Juste parce qu'ils ont dit 35 matchs, ils n'ont pas perdu, voilà, ils ont gagné la Copa. Tout le monde disait waouh. Mais j'ai vu jouer, j'ai dit, bah, eux, ils ont battu le Brésil, je n'ai pas compris. Après, je vois comment eux, c'est plus la guerre, et pour moi, franchement, j'étais choqué. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils vont... Contre la Pologne, s'ils vont gagner contre la Pologne. Ils sont obligés de gagner. Bah oui. La Pologne qui joue un jeu exécrable à regarder, c'est horrible. Parce que même là, sur les Arabes, ils jouent mieux que l'Argentine. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Collectivement parlant, ouais. Oui. Non, mais même l'envie, quoi. Oui, voilà. Donc, pour moi, c'est l'Argentine qui je suis un peu déçu. Sinon, la France, oui, c'est... Mais surtout qu'ils jouent bien, la France. Au-delà de... Oui, parce qu'en 2018, on trouvait qu'ils jouaient un peu moins bien, mais on le savait performant. Mais là, qu'est-ce que ça joue bien, quoi. Et aussi, il y a combien d'années, ils ont rigolé avec Deschamps. Oui, Deschamps doit démissionner. Et tout ce qu'il fait maintenant pour son mais c'est quand même apparemment la dernière, non? Quand même, Coupe du Monde. A priori, ils disent déjà que Zizou est déjà limite signé. Je pense que là, il est assez intelligent aussi pour arrêter au bon moment. Oui, c'est-à-dire que si il y a un moment, tu peux pas non plus... Tu dois injecter du sang neuf. Et ça fait plus de 10 ans qu'il a... Peut-être que Martinez aurait dû quitter la fédération après l'Euro, où c'était un semi-couac, on va dire. Moi, ça l'était pas parce qu'on n'avait pas mieux, mais
Il y a un moment, il faut injecter du 109. C'est pas parce que t'es pas devenu un mauvais coach du jour au lendemain, mais c'est que tes méthodes, elles lassent à un moment. Dans tout coach, enfin dans les clubs, c'est la même chose. Hein. Felice Mazou, je le vois pas, alors qu'il représente Charleroi et que ça peut devenir c'est un bon coach pour Charleroi, il n'y a pas de doute. Des Ferguson, il y en a un seul, et Giroud, il y en a un seul. On nous ressort toujours les mêmes, mais sinon, tous les coachs, même Guardiola, à un moment au Bayern de Munich, qui cassait la tête à tout le monde, il faut injecter du 109. Même, il y a Klopp maintenant à Liverpool aussi, c'est peut-être le moment de partir. Bien sûr, Klopp maintenant, à un moment, tu l'épuises, tu vois sa gueule tous les jours, à un moment, t'en as ras-le-bol, tes joueurs. Zizou qui était aussi parti après 2018 sur une victoire. Oui, bien sûr, à un moment, tu dois... Non, mais sur le principe, je suis d'accord, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit à Felice. Felice, avant d'aller à Genk, à un moment donné, j'ai senti qu'il attendait de moi en fait que je lui dise non. Ah ouais. Faut partir. Et je lui ai dit encore, et maintenant, on en a reparlé évidemment avec son retour, et on en a même déjà parlé avant. Mais je lui ai dit que je n'aurais pas pu faire ça parce que il me l'aurait reproché toute sa vie. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, tu dois papillonner, tu dois aller goûter autre chose, tu dois voir ce qui se passe. Mais je reste persuadé maintenant qu'avec l'expérience qu'il a eue, que Felice pourrait être par exemple un entraîneur qu'on pourrait garder peut-être 10 ans à Charleroi. Parce qu'il a mûri suffisamment que pour être capable de comprendre qu'il peut trouver en fait, son ambition ailleurs que là-dedans. Alors c'est incomparable avec la situation de la fédération ou dans un autre club, mais c'était juste pour répondre qu'effectivement, je suis d'accord sur le fait que ce soit compliqué de garder. D'ailleurs, on a même vu à Zulte-Waregem, le pauvre Francky Dury. Bon, il a goûté, il est revenu, il s'est dit moi j'ai envie de rester, mais on a bien vu qu'à un moment donné, on l'a quand même mis dehors. Donc c'est vrai que les résultats de toute manière restent la seule vérité. Et si Didier Deschamps aujourd'hui, il peut encore continuer à faire ce qu'il fait en France, c'est parce que les résultats le suivent. Et que si à un moment donné les résultats n'auraient pas suivi, il y a 3 ou 4 ans, avec l'équipe qu'il a et avec les outils qu'il a en main, on lui aurait dit écoute, merci, au revoir, on lui aurait même pas demandé son avis. Exactement. Après il y a aussi le Brésil. Ouais, même Brésil. comme la France, leur banc, c'est une profondeur de banc incroyable. Ça, nous, on n'a pas, mais le Brésil et la France, leur banc, c'est... Sans blague qu'on a pas. Non, mais c'est pour dire que vraiment, ils sont très, très costauds aussi. Hein. Mais ils sont en mission. Eux, tu les sens vraiment en mission. Tu sens, ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus gagné. Il n'y a que l'Europe qui gagne pour l'instant, la Coupe du Monde. Je trouve que des fois, c'est un peu trop les Brésiliens. Même la manière qu'ils ont parlé avant. Moi, j'aime bien l'arrogance. Non, mais t'as vu ce qu'il a fait, avant les matchs, là, ils ont dit oui, on a jusqu'à 10 danses pour chaque but qu'on marque. C'est un peu rigolé avec l'adversaire, parce qu'après ça peut tomber sur toi. Mais moi j'aime bien l'arrogance. Moi j'aime bien, c'est comme les Pays-Bas, ils sont arrogants aussi, et j'aime bien. Je trouve que les Brésiliens ils vont un peu trop loin, et j'ai peur qu'à un moment ça va tomber sur eux. Une remarque sur le Brésil qui m'a toujours frappé, c'est quand ils sont favoris et qu'ils jouent bien au foot, ils gagnent jamais. Jamais, ouais. C'est-à-dire que s'il prend, ça il faut remonter à Mathusalem, mais 82, ils ont Zico, ils ont une génération mais complètement folle, c'est en Espagne. Ils se font sortir. J'étais pas encore né. Moi non plus. Encore moins. Mais ils gagnent. Comment est-ce qu'ils gagnent ? Ils gagnent en 2002 ou c'est non en 94 ils gagnent. C'est très moche, c'est un Brésil très moche. Ils ont Romario Bebeto devant, incroyable. Mais c'est au milieu, c'est Dunga, il y a pas un magicien au milieu. C'est vraiment du Brésil, ça gagne des 1-0. La finale c'est au penalty contre l'Italie. Enfin c'est un match horrible. 2002, même chose, ils ont Ron R9 qui est monstrueux et qui gagne le tournoi quasi tout seul, mais c'est aussi un milieu de terrain très moche, c'est pas du tout Rivaldo. Et les années où ils sont très forts, 2006 on pense qu'ils vont être très forts, Ronaldinho, ils vont sortir. Donc ici j'ai l'impression qu'on les voit vraiment trop, enfin ils sont très beaux à voir jouer, enfin, ils ont des joueurs fantastiques, ils ont des joueurs créatifs un peu partout, mais c'est pas souvent le cas, les surfavoris gagnent rarement en finale. C'est souvent comme ça un peu. Hein. Ouais, c'est compliqué. Sauf que tu dis favoris. Et ici, comme on voyait pas la France avant le tournoi, on se dit ils restent sur un euro moyen. Mais là, après un match, on les a vus gagner. Non, c'est costaud. Après, on verra. Ils ont joué l'Australie, le Danemark. Oui, ça c'est vrai. Enfin, le Danemark, c'est une belle équipe, mais. Ouais, mais j'ai juste peur que leur arrogance, comme Neymar, t'as vu le tacle qu'ils ont fait les premiers matchs, c'était c'est pour leur montrer quelque chose. Non, mais lui, le pire ce qu'il a fait, c'est son maillot. Il a ajouté lui-même une 6e étoile. Il a fait une photo juste avant le premier match. Ah ouais, il a fait une photo comme ça en story Instagram de son maillot. Il avait ajouté une 6e étoile. Quoi. Il l'a fait sur React ou pas ? T'as dit quoi ? Il a fait sur React ? Non, il avait. Non, mais c'est quoi cette pique, mais méga gratuite ? Moi, je me prends, mais. Un uppercut dans la tronche. J'ai rien demandé. J'ai pas vu, c'est pour ça.
Mais tu te rappelles les Français quand ils avaient fait une chanson, ça c'était mieux. Quand ils avaient fait en 2002, je crois. Ah, Johnny non, Johnny Hallyday, allez les Bleus. Oui, enfin, ils avaient fait un truc où ils avaient déjà gagné, quoi, tu vois, ils avaient fait un truc aussi. Ça... Mais non, mais même leur bus à chaque fois qui est prêt avant et tout, enfin, eux, c'est vraiment... Ou la pub Adidas avec la troisième, enfin, la après, ils le font tous, le problème, c'est que oui. toutes les équipes le font, mais le problème, c'est que eux, ça filtre à chaque fois avant, quoi. Ouais. Et donc, t'as l'impression que... Mais, Moi, j'ai vu juste qu'il y a une équipe africaine qui va jusqu'à la fin. Le Nigeria. Nigeria, oui. Ouais. Nigeria, c'est la musique. C'est la musique, c'est la danse, oui, c'est la bouffe. Non, j'espère que Sénégal, hier, quand j'ai vu jouer, ils m'ont vraiment impressionné. Parce qu'Equador, c'est. Pour moi, ils avaient un petit peu déçu au début aussi, le Sénégal. Oui, donc, c'est ça aussi. Surtout sans leur star. Un peu comme la Belgique. Au début, on est déçu, mais à la fin, on peut gagner. Ouais. C'est comme ça un peu. Sénégal, c'est pareil. Au début, tout le monde, ils sont forts. Mané, il est parti, c'est rien. Et maintenant, ils sont là. Donc, j'espère qu'il y a une équipe Ghana, je ne sais pas. Mais Sénégal, le Ghana-Uruguay, là, ça va être quelque chose. Ça va être très, très chaud. Ça va être chaud. Des cartons rouges. Ah ouais, là, c'est... Ils n'ont pas oublié les trucs de Suarez. Mais surtout, comment ça joue le Uruguay, c'est physique, mais plus, là, c'est trop. Enfin, toi, l'arbitre, il doit sévir, tu vois. Tu peux pas protéger les joueurs. Ils ont Suarez devant et Cavani. Ils sont vieillissants aussi. Hein. Godin aussi. Franchement, Suarez, il est... Mais d'ailleurs, il était titulaire le premier match, deuxième match plus, quoi, parce que tu sais bien que c'est finito, quoi. D'ailleurs, moi, je comprends pas que des pays comme Colombie, ils sont pas là. Quand tu vois l'équipe comme Costa Rica ou Équateur, ou non, Équateur, ça va encore, mais il y a l'équipe que je dis, mais ils sont en Colombie. Mais Costa Rica, ils sont dans leur... C'est pas le même... Non, c'est l'Amérique centrale. C'est dommage parce qu'eux, ils étaient forts. Costa Rica, ça c'est pire équipe du tournoi, je crois. Non, ce que j'ai vu. Qatar, c'était pas... Non, mais pire, Qatar, ça c'est une blague. Oui, mais c'est même pas une équipe de foot à la base. Je pense que tu peux jouer encore au Qatar. Mais franchement, on a dit ça dans la semaine passée. Préparation de 2 mois. Il est en discussion d'ailleurs. Mais c'est triste parce que c'est quand même une blague onéreuse. Hein. La manière dont ils ont géré tout le projet depuis le départ, c'est là où tu te dis, et finalement, est-ce que les responsables sont les Qataris ou est-ce que les responsables sont ceux auxquels on fait confiance, les Qataris? Et je pense que c'est là où ils vont... Moi, je suis à leur place, je fais vraiment un audit, mais complet, de ce qui a été dépensé depuis qu'ils ont décidé... tout point de vue, et tout ça. Mais tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui a été mis en place, je veux dire, ils ont dépensé une fortune à faire en sorte de préparer. Ils ont eu 10 ans pour préparer, essayer de faire en sorte qu'ils aient une génération et qu'ils soient capables de gagner un match. Quand on voit comment ça s'est passé, sincèrement, moi je suis à leur place, je dis voilà, je veux absolument qu'un audit complet soit fait et qu'on aille me trouver tous les responsables, parce qu'ils ont été chercher des joueurs de mieux partout, à travers le monde. Ils ont vraiment préparé les trucs, ils étaient censés vraiment aller, limite presque, je dirais, former une génération de joueurs. Quand on voit finalement l'Arabie Saoudite, ce qu'elle est capable de faire, même s'ils ont plus d'expérience, il y a plus de maturité au niveau même de la compétition saoudienne, qui est une vraie compétition où ça joue vraiment avec une vraie passion, des stades bien remplis et une culture du foot qui est quand même plus forte à mon avis qu'au Qatar. Mais par contre, par rapport à l'argent qui a été dépensé par le gouvernement qatari pour faire en sorte que, quand on voit de quoi ça a accouché, sincèrement... C'est historique, hein, leur défaite, 0 but, 0 point, enfin la catastrophe. Ils avaient fait fort à l'Euro 2000, on avait fait aussi très fort, je crois. On avait gagné un match quand même. On était les premiers à sortir. Mais imagine, les Qataris, ils sont venus chercher des joueurs en Belgique, même ils ont donné Imo Ezekiel, Lestienne, tout ça. Il y avait des projets pour signer 5 ans, après avoir le passeport qatari pour jouer pour la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun joueur, il y a peut-être 1 ou 2 joueurs qui... Oui, mais après, je pense qu'ils ont... Là-dessus, c'est là où je pense que ça n'aura pas été beau. Non, je pense pas qu'ils du tout. ont compris eux-mêmes, de dire on a été recruté. Parce qu'au départ, il y avait cette volonté de dire est-ce qu'on recrute finalement des joueurs qui ne sont pas forcément... formés. Et puis après, ils ont dit... Africains, quoi. Oui, mais après, ils ont dit on va former. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller les chercher, on les emmène, et on a 10 ans pour les préparer. Et là, tu as la légitimité de dire, bah voilà, c'est une équipe. Il n'y a pas de problème. Mais bon, moi, je pense qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais moi, je suis pas certain que l'argent a été bien dépensé. En tout cas. Je pensais que ça allait être 11 joueurs africains sur le terrain. Moi, j'avais pas trop suivi l'équipe du Qatar. Et en fait, non, c'était des Qataris qui ont les pieds carrés, quoi. Donc, et qui ne sont pas du tout professionnels. Mais quand tu vois la différence entre Qatar et Saudi Arabie, c'est vraiment immense. Donc, moi, ça me fait plaisir de voir une équipe comme Saudi Arabie avec Renard. Comment c'est vraiment. Après, comme tu dis, il y a plus une culture de foot dans le pays. En plus, il joue bien, il joue très bien. Ronaldo, CR7. Pour un petit montant. Enfin, un tout petit montant. Dérisoire. Une petite paye. Il a raison. Messi, il va à Miami. Je pensais qu'il allait aller aux States d'ailleurs. Cristiano, je suis étonné qu'il allait quand même en Arabie. Quand on te propose 200 millions, ouais, bon.
Tu fais un peu jouer au foot aussi encore, lui, il veut encore. Il a assez joué au foot, je pense. Ouais. Ouais, mais je suis même pas sûr finalement que financièrement, c'est une analyse à faire, mais c'est vrai que pour l'argent, je dirais, je pense qu'il en aura jamais assez. Mais après, sur le marché américain, la différence, c'est qu'au niveau des droits d'image, en fait, ils peuvent récupérer leurs droits d'image et qu'aujourd'hui, CR7, ça vaut de l'argent, quoi. Beaucoup d'argent. Beaucoup plus que le salaire qu'il gagne, en fait. Donc ça veut dire qu'il s'en fout un peu du salaire en fait qu'il gagne. Complètement. Et je suis pas sûr qu'il va avoir la même attractivité commerciale en Arabie Saoudite que ce qu'il pourra avoir effectivement en MLS. Et en plus aux États-Unis, tu as la Coupe du Monde qui arrive dans 4 ans, donc tout va être un peu focus sur les States quoi, pendant les prochaines années quoi, et voir un peu comment eux ils évoluent aussi. Tu as un peu parlé de Charleroi. Comment tu gères un licenciement en plein milieu de la saison comme ça? Pas bien. Parce que c'est la première fois en 10 ans. C'est ça. Je me suis jamais séparé d'un entraîneur en cours de saison et c'est quelque chose qui, pour moi, dans la plupart des cas, il ne faut pas le faire. C'est beaucoup plus... Le problème, c'est que c'est un peu en contradiction ce que je veux dire. C'est que je pense que là, c'était le bon moment pour le faire, autant pour le coach que pour nous. Mais a fortiori, je pense que dans beaucoup de clubs, en fait, c'est uniquement une réaction panique parce qu'à un moment donné, on ne sait pas quoi faire et qu'on se dit de toute manière, on a un fusible et c'est lui le fusible. Et en général, dans beaucoup de clubs, on a d'autres fusibles aussi. C'est qu'entre la direction et le groupe des joueurs, en général, il y a un directeur sportif et un entraîneur. On ne peut pas virer tout un groupe de joueurs, c'est pas possible. Quoique, a fortiori, on pourrait le faire en période de mercato, mais bon, c'est quand même compliqué. Mais en milieu de saison, c'est impossible. Donc, en général, les deux fusibles qui sautent le plus souvent, c'est le directeur sportif à qui on aura reproché finalement la politique de recrutement. Et l'entraîneur à qui on va reprocher de ne pas faire des résultats avec le groupe qu'on lui a donné. Mais ici, je crois que c'est un peu différent parce que je pense qu'Edward Steele est vraiment un bon entraîneur et je suis persuadé qu'il va faire une belle carrière. C'était plus parce qu'à un moment donné, voilà, il manquait quelque chose. Il n'y avait plus de cohésion en fait au sein du groupe et je pense qu'il fallait prendre cette décision-là. Et en même temps, peut-être que les astres se sont alignés d'une manière assez étrange pour faire en sorte que quasiment au même moment, Felice Mazou se retrouve disponible sur le marché et que je dirais que ça devienne même presque, une décision évidente. Il n'y a même pas eu beaucoup trop de réflexion. Ce que j'allais dire, ça a duré 2 secondes 30, non, ta réflexion à un moment donné, je lui dis, moi je me décide de me séparer d'Edward Steele et puis je me dis dans la foulée, c'était un peu évident, quoi. C'est ce que je disais, c'est qu'il y avait tellement, alors je sais pas si c'est de l'énergie positive ou négative, mais c'est que tellement tout le monde a imaginé le scénario de se dire on sait que Felice de toute manière va sauter en Anderlecht et qu'il va atterrir à Charleroi. Je veux dire, les choses se sont dessinées assez rapidement. Ouais. Et quand on s'est vu avec Felice, il n'y a même pas eu trop de discussion parce que c'est vrai que tout le monde m'a dit tout de suite, mais ça reste quand même le meilleur entraîneur de Belgique en titre. Au niveau salaire, on sait bien que Charleroi n'est pas Anderlecht, tout ça. Mais c'est vrai que ça a été très spontané. On s'est rencontré avec Felice et puis on s'est dit tout de suite, ok, voilà, on est reparti pour un tour, oui. Ok, maintenant on va régler le reste, quoi. Mais et justement, le reste, c'est quoi les chantiers? Je pense que maintenant on va. Une grosse partie du chantier en fait avait été fait grâce à Edward Steele. Ça veut dire qu'au moment où Felice nous quitte, on continue avec le même groupe avec Karim Belhosseine, mais un groupe qui commençait à devenir un peu vieillissant. Parce que malgré ce que l'on croit, j'adore la stabilité sportive. Et j'aime bien pouvoir construire autour d'un noyau. Et c'est ça, en fait, qui me permet de pouvoir vendre 2 ou 3 joueurs, parce qu'on dit souvent que Charleroi est un club instable au niveau sportif et qu'on manque peut-être d'ambition parce qu'on vend nos meilleurs joueurs. Mais on vend nos meilleurs joueurs et on les remplace, en général, relativement bien. Et on a une ossature de base qui nous permet de pouvoir construire autour et d'avoir finalement ce mouvement de va et de vient. Mais tout ça s'est dessiné, en fait, sur plusieurs cycles. Felice est parti, il est à bout de souffle, il fallait qu'il parte. À ce moment-là, Karim Belhosseine est arrivé à transcender ce groupe-là. S'il n'y a pas le Covid, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait même terminé je ne sais pas où, parce qu'on était à un point de Gand qui était 2e. C'est ça. Et on a ensuite enchaîné avec 6 victoires de nouveau l'année suivante. Et puis malheureusement, on a eu cette élimination au barrage de l'Europa League qui nous a complètement tués. Et puis d'un coup, la même équipe qui avait enchaîné tous ces nombreux matchs a coulé comme un plomb dans l'eau. Et on a terminé 13e. Et ça, c'est inexplicable, quoi. C'est irrationnel, quoi. Oui, complètement. Ça. À ce moment-là, je me rends bien compte que le vestiaire commence un petit peu à être vieillissant et qu'il fallait arriver à une tournante. Donc, on se sépare en fin d'année de Karim Belhosseine. Arrive Edward Steele avec un état d'esprit et mentalité très dynamique, très jeune. Et puis, on se dit, OK, il faut qu'on apporte du changement. Et c'était un gros risque, mais on l'a fait. Et on a sorti 18 joueurs l'année de l'arrivée d'Edward. Et on en a recruté 9.
beaucoup plus jeune. C'est d'un des vestiaires les plus vieux de Belgique. On est redescendu dans une moyenne des plus faibles. Et puis surtout, on termine 6e de la phase classique avec Edouard. Donc ça veut dire qu'on a vraiment réussi notre pari. Et puis cette année, Dancy, et tout en prenant en considération aussi que le marché, et quand je parle, c'est mon marché, ça veut dire les équipes, ça veut dire la division 1 belge, n'est plus du tout la même. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que les projets que moi j'avais pour Charleroi il y a 3 ans ou 4 ans, mais ne peuvent plus aujourd'hui avoir en tout cas la réalité de pouvoir exister parce que tout a changé. Parce qu'aujourd'hui, on a des fonds qui sont là, on a des multi-clubs, on a des équipes comme l'Union qui performent et je n'enlève rien au travail qui est fait, tant au niveau du recrutement, ce qui a été fait, mais la réalité, c'est que c'est une équipe qui est en sur-régime total au niveau financier. Je ne parle même pas d'Anvers, je ne parle même pas de l'Union Saint-Gilloise, je ne parle même pas de toutes ces équipes qui aujourd'hui, finalement, de l'Union, excusez-moi, de Louvain, qui appartiennent aussi à des fonds qui sont là et qui injectent en fait de l'argent en permanence. Et où nous, moi à Charleroi, j'essaie de faire un travail qui est différent, ça veut dire de faire en sorte que mon club soit rentable, que mon club soit capable de subvenir à ses propres besoins, parce que je trouve que je préfère encore peut-être comme cette année faire une moins bonne saison, on va terminer entre la 9e et la 12e place, que de terminer 4e ou 5e avec une perte qui risque de mettre en danger de vie le club. Et c'est là où j'ai pas mal de problèmes avec mes supporters, qui commencent de le comprendre de plus en plus, mais c'est là où, effectivement, dans le speech et dans le discours, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les supporters, ils disent, nous, en fait, finalement, que notre club, il survive ou pas, on s'en fout, on veut des résultats. On aimerait avoir tous, en fait, un milliardaire qui vient injecter de l'argent et qui nous permette de rêver, de se dire qu'on peut jouer chaque année les 3 premières places. C'est très bilatéral. Ouais. Complètement. Et le plus gros danger, c'est qu'à un moment donné, il y a un danger de vie ou de mort. Et c'est la vérité. Parce que si demain, il y a certains clubs aujourd'hui en Belgique où si leurs mécènes tirent la branche pour n'importe quelle raison, tout simplement parce que, je sais pas moi, il ferait un accident de voiture, d'avion, ou qu'il se fasse écraser par un bus quand il est en train de traverser un trottoir, je suis pas sûr que derrière, la relève assumera ce qui peut se passer. Et aujourd'hui, le gros danger du football belge, c'est qu'on n'a que 4 clubs qui sont rentables. Tous les autres sont dépendants de l'argent de quelqu'un. Et avec les principes qu'on a avec la licence aujourd'hui, des cas comme on a connu malheureusement trop souvent plutôt du côté wallon, Mons, Moucron, la Louvière, ça peut exister. Oui, sauf que quand tu parles de propriétaires qui sont étrangers et qui injectent énormément d'argent, c'est le cas. Maintenant, c'est la norme dans le football, que ce soit en Angleterre, même dans les grands clubs. Je veux dire, si demain. Pas complètement. Le problème qu'on a, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un mauvais cas de gestion globale parce que le marché s'est emballé, et notamment parce que tout le monde paye de plus en plus. On ne sait pas pourquoi. En fait, il n'y a pas d'argent, mais tout le monde paye de plus en plus. Même nous en Belgique. Moi, quand je compare les salaires d'aujourd'hui à Charleroi par rapport aux salaires il y a 10 ans. Bah oui, ça c'est. Les salaires aujourd'hui laissent tomber. Non, mais c'est que. Non, mais même à Charleroi, t'es bien payé. Non, mais peut-être que le dernier salaire. Je veux dire, en tout cas, le salaire qu'il avait peut-être il y a 10 ans à Genk, qui était juste impensable, inimaginable pour nous à Charleroi, aujourd'hui, on le paye. Et le problème, c'est qu'il y a une inflation telle sur les salaires, mais qui n'est pas justifiée en plus. Et le problème, c'est qu'en fait, et c'est ce que je dis très souvent à certains clubs, je dis, mais comment est-ce que vous payez des salaires pareils? J'ai dit, en fait, vous cassez le marché. Vous cassez le marché, parce que vous faites n'importe quoi. Et ils sont persuadés, en fait, qu'ils doivent le faire, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont se sauver. Bon, indéniablement, on voit toujours que ça ne se passe pas toujours bien, d'ailleurs. Mais c'est en fait cette forme de concurrence déloyale qui ne met pas en avant le bon travail. Il y a un truc que les gens ne savent pas souvent, c'est qu'en Belgique, on paye très bien. Ouais. En Belgique, on a des meilleurs salaires que dans le subtop espagnol, etc. On a de meilleurs salaires que le subtop espagnol, on paye de meilleurs salaires que la Ligue 2 française. Oui, bien sûr. La Ligue 2 française, c'est catastrophique d'ailleurs, les salaires. Pas catastrophique. Mais pas dingue. Mais à l'époque, non. À l'époque, les joueurs de Ligue 2 étaient mieux payés qu'en Belgique. Bien sûr. Il y a 10 ans, quoi. Non, même il y a 10 ans, il y avait des clubs comme Anderlecht, ils payaient beaucoup, Bruges, Genk, ils avaient déjà de l'argent. Juste que maintenant, la différence entre les petits clubs et les grands clubs sont devenus plus petits, je pense. Parce que même les petits clubs, maintenant, ils payent un peu moins que... Non, mais il y a une inflation par le haut qui est énorme. Il y a des salaires aujourd'hui qui sont payés par Genk. Oui. Genk, Bruges, Anvers, Gand, je veux dire, ils payent des fois des salaires qui sont complètement hallucinants. OHL. Mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Et aussi, même les transferts, les prix des joueurs, c'est devenu fou. Même maintenant, un attaquant qui met maintenant 6 ou 7 buts, tu peux le vendre pour 10 000 €. Alors qu'avant, il y a 10 ans, il fallait mettre 20 buts pour être vendu pour 3 millions. Oui, bien sûr.
Et ça, c'est maintenant. C'est pour ça que tu es dans une situation, et je peux comprendre les supporters, parce que eux, moi, non. Moi, je comprends les supporters. Non, je comprends que tu les comprennes pas, mais et moi aussi, je regarde ça d'un avis extérieur, donc je suis pas supporter de Charleroi, et je me dis qu'ils sont à leur place, en fait. Charleroi est à sa place. Quand je regarde l'équipe, quand je regarde le budget, ils sont à leur place. C'est une équipe qui doit se situer entre la 10e et la 6e place. Une très bonne saison, c'est 6e. Une mauvaise saison, c'est 10e. En dessous, ça serait vraiment moins bon. Mais je veux dire, c'est pas. Ils peuvent pas espérer. La moyenne sportive de Charleroi sur les 10 dernières années, c'est 7e. Ouais, 7e, 6e. On est 7e. Ouais, c'est ça. On est 7e sur les 10 dernières ça, années. C'est très bien pour Charleroi. Oui, mais il faut pas oublier que sans Mehdi Bayat, il n'y a plus Charleroi. Ça aussi, il faut pas que les supporters les oublient. Parce que si tu enlèves Mehdi Bayat, Charleroi, il n'est peut-être plus là, comme Moucron, comme la Louvière, comme Mons. Et ça, je pense que des fois, ils oublient qu'il y a un peu de manque de respect. Je comprends qu'ils veulent savoir l'argent, où ça part, pourquoi ce joueur-là, Bayo, il est vendu après 6 mois. C'est parce que ce club-là aussi, il a besoin de vendre des joueurs pour vivre. Malines aussi, ils ont besoin de vendre des joueurs. Maintenant, ils n'arrivent pas à vendre des joueurs, ils ont un problème. Donc, les supporters de Charleroi, ils doivent comprendre que sans Mehdi Bayat, il n'y a plus de Charleroi. À Malines, tu as du public, c'est un peu comparable. Ils n'ont pas des financiers derrière qui sont prêts. Non, mais par contre, moi, j'aimerais bien avoir le public de Malines. Ouais, je sais. Ouais. Parce que tu vois, la différence, c'est ce qui manque aujourd'hui à Charleroi. Et le problème, c'est qu'on me dit toujours, mais bon, tu dois avoir plus de régularité dans tes résultats. Alors, finalement, les résultats qu'on a sont enviés par, mis à part le G5, tous les autres clubs de Belgique veulent faire en fait Charleroi. C'est que tout le monde dit, en fait, ils disent tous, on doit faire Charleroi. Mais on n'y arrive pas. Le G5, c'est différent. Parce que les moyens, parce que l'histoire, parce que le public. Donc nous, on doit essayer de se positionner. Et le problème qu'il y a, c'est que les projets que moi, j'avais imaginés pour Charleroi aujourd'hui, et c'est pour ça que je le dis, moi-même aujourd'hui, au niveau de Charleroi, je n'ai pas le choix que de dire à un moment donné, on doit ouvrir le capital du club pour pouvoir s'apporter cette sérénité financière. Alors attention, il ne faut pas non plus être fou. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va ouvrir le capital du club que l'investisseur qui va venir, il porte bien son nom, va venir pour dire, bah, tiens Mehdi, éclate-toi. Je te donne 100 millions, joue avec, et puis essaye de faire ce que tu veux faire. Ça ne sera pas ça. L'investisseur, il risque de te dégager. L'investisseur, déjà, il faudra voir de quelle manière est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'il rentre de manière minoritaire? Est-ce qu'il rentre de manière majoritaire? C'est très rare de trouver un investisseur qui vienne pour récupérer 10%. Pour ça, Bruges l'a très bien fait. Ouais, parce qu'ils étaient dans une situation où ça marchait très bien. Oui, mais Charleroi est dans la même situation que Bruges. Ça veut dire qu'un investisseur va venir avant tout pour des résultats financiers. C'est comme le Standard. Hein. C'est pas la même chose. Ils sont venus, Bruno Venanzi, c'était dans ses espoirs au début aussi de garder 50%. Non, mais Bruno n'était pas du tout dans la même situation que Charleroi, parce que Bruno était endetté, c'est-à-dire le club était endetté, et beaucoup. Tu rachetais Standard de Liège aussi, qui était un grand club. Pas de problème, mais le problème qu'il y a encore une fois aujourd'hui, c'est que ça va leur prendre beaucoup de temps pour pouvoir mettre les pansements nécessaires, et c'est exactement le même cas de figure à Anderlecht. Quand on regarde aujourd'hui la situation financière d'Anderlecht, c'est costaud, il va leur falloir beaucoup de temps pour pouvoir mettre, et c'est la marque effectivement qui fait qu'on investit dedans. C'est un peu le même principe que le Real de Madrid. On croirait que le Real de Madrid ou Barcelone sont extrêmement bien gérés, c'est pas le cas du tout. C'est des clubs qui, grâce au fait que c'est des marques fortes et mondiales, bénéficient du soutien de banques. Mais bon, à un moment donné, il faudra voir comment est-ce qu'ils feront en sorte de moins emprunter et d'être capables de plus rembourser. Et le scénario qui existe aujourd'hui en Belgique, et ce vers quoi nous allons devoir aller si on veut essayer de faire en sorte que, parce que malheureusement on n'a ni de Real de Madrid ni de Barcelone en Belgique, et qu'on n'aura jamais la couverture internationale que peuvent avoir d'autres clubs européens qui peuvent un peu jouer là-dessus, nous on doit essayer de réglementer à un moment donné, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse réguler notre marché, qu'on ne dépense pas plus qu'on a, un espèce de financial fair play qu'on devra nous-mêmes essayer de mettre en place pour ne pas être dépendant justement de l'extérieur. Parce que si à un moment donné, on débranche la prise, y a un sérieux problème, c'est tout. Et ça s'est réglé avec les supporters? Et ça se règle avec les supporters. On a eu des réunions, il y a des sanctions qui ont été prises contre nos groupes d'ultra, parce que je pense que indéniablement avec ce qui s'est passé, on doit à un moment donné montrer que... C'était un peu too much, ouais. Mais je crois qu'aujourd'hui, de toute manière, moi j'ai toujours été pour le dialogue. Et surtout, ce qui est important, c'est que, je leur ai dit de manière très claire, je n'accepterai plus jamais des actes de violence. Ça, c'est fini. Ça veut dire que là, vraiment, la prochaine fois, c'est à vie exclu de stade. Parce que les actes de violence, ça, j'accepte plus. Les actes qu'on a vécus contre Malines, alors en dehors des fumigènes sur le terrain et des problèmes et les points qu'on perd, c'est encore une chose. Mais ce qu'on a vécu avant le match, où les mecs, ils viennent, ils te cassent des barrières au milieu de femmes, d'enfants qui sont là, qui d'un coup voient des mecs cagoulés débarquer avec des fumigènes et qui te cassent des barrières pour entrer dans le stade, tu sais même pas pourquoi. Parce que je crois qu'à ce moment-là, je sais même pas ce qu'ils veulent faire en fait. Ils viennent juste casser en fait des barrières. Mais pour faire quoi? Tu vas aller où? Tu sais très bien que le match va jouer, tu as même prévu de jeter des fumigènes pour arrêter le match sur le terrain. Donc je veux dire, c'est des actes gratuits sur lesquels j'ai dit ça, plus jamais. C'est que tant que moi je serai en place à Charleroi,
si ça se repasse pour n'importe quelle raison, je leur ai dit, on peut descendre, il peut se passer n'importe quoi, de la violence, je n'accepterai plus jamais. Les critiques, on est dans un pays démocratique, elles sont acceptées, il n'y a pas de problème avec ça, ils peuvent siffler pendant tout un match, les joueurs, moi, le public, tout ce qu'ils veulent, aucun problème. Mais des actes de violence, je n'accepterai plus jamais, je suis très clair là-dessus. Et par rapport à ton intégrité physique, t'as eu peur? Non. Non, t'as jamais eu de... Moi, j'ai déjà été au milieu de mes... Moi, j'étais l'année passée... La dernière année pas l'année passée, la dernière année de Karim Belhosseine, à un moment donné, de nouveau, il y avait eu un mouvement de protestation. Ils ne voulaient pas laisser le match contre Penn se jouer. Ils ont envahi le terrain, la police n'a pas fait ce qu'il fallait. Et en fait, ils voulaient me rencontrer depuis le départ. Et moi, j'avais dit, il n'y a pas de problème. Je suis venu et j'ai discuté avec eux et je les ai sortis, moi, du terrain et on est reparti plus loin. Moi, je n'ai jamais eu aujourd'hui, depuis 20 ans que je suis à Charleroi, une seule fois, à titre personnel en tout cas, le sentiment que j'allais être agressé physiquement, même en étant en face à face avec eux. Je pense qu'ils connaissent leurs limites. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, il y a des fois, certains leaders les poussent. Et là, c'est pour ça, pourquoi est-ce que j'étais aussi fâché après le match contre Malines? Parce que c'était prémédité de chez prémédité. Oui, c'est ça. Toute la semaine sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux deviennent aussi aujourd'hui un outil dangereux. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on chauffe le truc. Et puis à un moment donné, t'as les mecs qui carrément tournent. Et ils se retrouvent, je suis sûr qu'il y en a certains qui étaient là en train de défoncer la barrière et qui ne savaient même pas en fait pourquoi ils étaient en train de le faire ou où est-ce qu'ils voulaient aller. Finalement, ils ont cassé la barrière, ils sont arrivés là, ils se sont dit, bon, on est là, on fait quoi maintenant? Rien, on fait demi-tour, on repart. Pour rien. L'esprit de groupe, quoi. Complètement. Et c'est ça aussi. Et par contre aussi, la deuxième chose qui s'est passée et qu'on retrouve en Belgique, et je pense que c'est important de le souligner aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un système en fait de minorité virulente, majorité dormante. C'est comme ça que ça se passe dans les stades. Et en général, ces minorités virulentes, c'est souvent représentées par les groupes d'ultra. Et on a vu à Charleroi, à un moment donné, le stade, la majorité dormante, se retourner contre eux en disant maintenant, stop, on n'en peut plus. Ouais. Anderlecht, même chose. On a vu ça à Anderlecht. On a vu ça à Gand. Et tout ça la même semaine, où à un moment donné, les stades se réveillaient en disant maintenant, c'est quoi? Stop. Arrêtez de croire que le stade vous appartient et que vous avez l'exclusivité ou le monopole de pouvoir faire ce que vous voulez dans le stade. Et maintenant, vous commencez à nous pomper l'air. Donc tout ça, pour en revenir à votre question de base, ça se règle. C'est compliqué parce que si t'as pas les ultras, t'as plus de football non plus. Hein. Enfin, tu t'ennuies. Mais évidemment, ils ont un rôle important au niveau de l'ambiance. Non, mais même au niveau de l'ambiance dans les stades, tout ça, c'est hyper important. J'espère aujourd'hui qu'ils ont pris conscience, finalement, qu'ils ont un rôle très important à jouer, mais qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Quand va tomber la sanction de la Pro League, c'est bientôt, non? On est convoqué par la fédération la semaine prochaine. Donc c'est pas la Pro... En fait, là aussi, il y a un mélange, en fait, il y a un amalgame, parce que la Pro League, en fait, nous inflige des amendes financières. Donc on a eu 25 000 euros contre Courtrai, 50 000 contre Malines, donc on a 75 000 euros en 2 matchs, donc sincèrement... Et un match à huis clos, un truc comme ça? Alors non, alors là, après, on repasse dans l'autre volet, ça c'est la fédération. Okay. Et donc là, on passe en fait un petit peu au tribunal de la fédération, où on est convoqué, on va venir, ils vont nous émettre les faits. Il y a un parquet de la fédération qui a fait son réquisitoire. Et dans son réquisitoire, en fait, il demande 3 matchs à huis clos, 1 effectif total, 1 en déplacement et 1 à huis clos. En sursis, pardon. Mais uniquement la tribune ou tout le stade? Non, tout le stade. Tout le stade, huis clos total. Ouais, donc on va devoir justifier que, 1, on a pris des sanctions contre ceux qui méritaient d'être sanctionnés, que tout le stade ne mérite pas d'être sanctionné. Ça va être nos arguments de défense. Et puis après, essayer de travailler aussi avec la police pour identifier les individus qui sont vraiment responsables. En général, ils mettent des cagoules, donc c'est un peu difficile à identifier. Ouais. Mais le dernier, par exemple, Fumigène, qui est tombé sur le terrain et qui est la cause de l'arrêt du match et des 50 000 euros d'amende, on a identifié la personne. On va non seulement l'exclure civilement du stade, donc c'est ça fait des interdictions de stade, mais en plus, lui, par contre, on va l'attaquer aussi pour aller lui réclamer les 50 000 euros. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, les gars prennent conscience de la gravité de leurs gestes et des conséquences que ça a. Et je pense que si lui est condamné par un tribunal pour dire « Monsieur, vous êtes responsable de cet acte », personne ne voudra faire quoi que ce soit. Vous avez ça. Je pense qu'après, les mecs, quand ils vont commencer à acheter des fumigènes, ils vont réfléchir à 2 fois. Parce que se faire encore interdire de stade, c'est une chose. Mais si tu dois aller payer 50 000 euros, je pense qu'il réfléchira 2 fois. C'est un peu comme la semaine passée avec Maroc contre la Belgique, qui se passait avec les Marocains dans la rue. Supporters. Non, mais il y a plein de gens que tu peux identifier. Après, comme les voitures qu'ils ont cassé la voiture, les steps, ça se fait pas. Mais il y a toujours, il y a 10%, 5% qui le font. Après, les restes, les trucs qu'ils font bien, on ne le voit pas. Mais
comme on aime bien montrer tout ce qui est négatif, après, on va toujours se mettre. C'est normal, mais comme à Charleroi, comme à Gand, il y a 15%, 10%, mais tous les restes est contre ça. Et ils ont réussi à arrêter pas mal de personnes, hein, d'ailleurs. Voilà, donc tu as vu, même après, on a très bien vu qu'il y avait des gens qui sont venus parler, mais les gars, pourquoi vous faites ça? Ça, c'est important aussi de savoir qu'il n'y a pas seulement... C'était quand même la honte. Enfin, toi, c'est hyper honteux. La honte. Pour moi, la violence, c'est un truc qu'on ne peut pas accepter. Mais bien sûr que non. Voilà. La violence physique, casser, dégrader du matériel, faire peur aux gens qui sont là autour de nous, tout ça, ça pour moi, c'est quelque chose qui... Voilà, je pense qu'on va devoir prendre des mesures extrêmement fermes. Les enfants aussi. Comme ça, c'est familial aussi le foot. On a cette scène, moi j'ai cette image parce que je suis au-dessus dans la tribune, quand je les vois casser la barrière, il y a l'entrée de la tribune 1, donc là où vous arrivez juste en bas, où il y a les escaliers pour monter en tribune de presse. À ce moment-là où ils débarquent, il y a plein de femmes, d'enfants qui sont là et qui voient vraiment à un moment donné des mecs, des barbares, il n'y a pas d'autre mot, en cagoulé, fumigène en main, arriver à insulter et ça crée un mouvement de panique. T'as des enfants qui se mettent à pleurer parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe et c'est des scènes qui font peur. À fond. En plus avec les réseaux, ça devient de pire en pire. Les réseaux, ça fait que les gens se parlent comme ça, vite fait, sur Instagram ou Snapchat ou partout, et après ça part vite, après ça part en... On fait une critique de la société. Non, mais ça fait que ça fait plein de... Non, les réseaux sociaux dans le foot. Ça fait plein de choses mais ça mérite une vraie discussion, parce que le problème, c'est que c'est devenu aujourd'hui, on en parlait un peu tout à l'heure avant l'émission, c'est pour moi devenu le moyen de connexion le plus rapide qui existe entre toute une communauté de gens qui suivent évidemment un sujet passionnel et émotionnel, et qui peut donner libre cours, je dirais, malheureusement, à beaucoup de choses. Et il suffit qu'il y ait certains manipulateurs qui puissent se positionner là-dedans et créer réellement ce sentiment d'aller en rue et de casser, de faire du mal. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont un petit peu faibles et qui peuvent suivre facilement ces leaders qui, eux, sont un peu plus réfléchis et savent exactement ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'on doit aussi réfléchir réellement à trouver des solutions par rapport aux réseaux sociaux, où moi, j'ai été très clair, en tout cas à Charleroi, j'ai dit à un moment donné que sur notre propre page Facebook, sur nos forums de discussion qu'on a aussi, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres supports, on doit réguler ça et on doit éliminer tous ces haters qui sont vraiment ces gars qui viennent, trolls, quoi. mais qui sont vraiment foncièrement mauvais et qui n'apportent que d'énergie négative sur le truc. Est-ce qu'on peut les éliminer? Bien sûr. Et après ils reviennent avec d'autres identités et puis ils recommencent et puis on les réélimine. C'est impossible, c'est un truc. Oui, malheureusement, ça veut dire qu'il faut engager presque un temps plein pour s'occuper de ça tellement ça prend de l'énergie. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'avais une discussion avec eux. Quand on regarde par exemple sur notre forum de discussion sur Facebook, on a, je sais pas moi, 16 000 ou presque 17 000 membres qui sont là pour discuter, et en réalité tu as 50 mecs qui sont là et qui crachent tous les jours leur venin et qui énervent tout le monde. Mais si tu enlèves les 50 gars, mais tu as encore 16 950 autres personnes qui sont là et qui vivront peut-être un peu plus dans le calme. Encore une fois, c'est ce principe de minorité virulente et de majorité dormante. Et ce qui s'est passé après Malines a créé aussi sur nos réseaux sociaux un vent de personnes qui sont arrivées en disant maintenant stop, 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 stop. Alors qu'avant ça, finalement, on avait le sentiment que c'était cette minorité virulente qui avait le dessus aussi sur les réseaux sociaux. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que ça te fait de voir ton pays, Iran? Maintenant, tu vois le national, tu vois les gens sont menacés. Si vous ne chantez pas ou si vous chantez, il y aura des conséquences. Les gens qui pleurent. On entend que les enfants sont menacés à la maison, les femmes sont menacées à la maison. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Après, je pense qu'il faut... Alors, il y a une situation globale, évidemment, aujourd'hui en Iran qui est extrêmement problématique. Et j'espère que la jeunesse en Iran va réussir à régler ça en interne. Ça veut dire de passer les paliers qui seront nécessaires pour faire en sorte que les choses s'améliorent dans le pays. Et puis après, autour de ça, en fait, encore une fois, tout le bashing qui est fait autour, et on a le sentiment qu'on doit aller créer des histoires, en fait, pour tout. Moi, j'ai la chance d'être en contact, puisque j'ai un de mes joueurs, Ali Godizadeh, qui est là-bas. Il n'y a personne qui a menacé sa femme ou sa fille ou sa famille de ne pas le faire. Eux-mêmes font des choix à certains moments. Ils ont décidé à un moment donné de marquer le coup. Et puis ensuite, au deuxième match, ils se sont dit maintenant, on va le faire différemment. Je pense que c'est leur choix et leur responsabilité à eux. En tout cas, moi, des informations que j'ai à ma connaissance, lui, il m'a clairement dit que personne n'a été menacé chez lui. Parce qu'à un moment donné, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai posé la question. J'ai dit, écoute, ça va, tout va bien. Il me dit, oui. Il me dit, il y en a plein de gens qui nous demandent comment les choses sont passées. Bon, il me dit, c'est pas le cas. Après, aujourd'hui, qu'il y a un problème global et évidemment, et on ne peut pas faire semblant qu'il n'existe pas en Iran, il est là. Est-ce que le débat doit être apporté sur un terrain de foot? C'est là où aussi, moi, je ne suis pas tout à fait en phase avec ce qui a été dit par rapport à certaines choses, parce que pour avoir occupé des fonctions
à l'UEFA, à la FIFA, quand j'étais président de la fédération, je connais certaines règles. On a voulu dire, par exemple, que c'était parce que c'était le Qatar qu'il fallait pas mettre le brassard One Love. Mais non, en fait, ça fait tout simplement partie des règles de fonctionnement de la FIFA. C'est pas parce que c'est le Qatar qu'on a dit, ça aurait été en France ou en Russie, que les règles se seraient appliquées exactement de la même manière, parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas avoir un message politique. Alors, même dans les tribunes, c'est la même chose aussi, tu peux pas venir avec... Oui, mais c'est les règles, en fait, tout simplement, pour protéger justement le sport de tout ce qui peut, à un moment donné, dériver et amener des messages qui ne doivent pas être là. Je pense qu'il faut aujourd'hui juste espérer, évidemment, que la situation s'améliore là-bas. Deuxièmement, je suis triste parce que j'aurais voulu que l'Iran aille un peu plus loin et que je regrette qu'ils aient joué ce match avec des couches Pampers. J'aurais préféré qu'ils rentrent vraiment dans le match avec les qualités qu'il y a, parce qu'il y a vraiment de la qualité dans ce pays, en tout cas au niveau footballistique, dans lequel je crois, puisque j'essaie régulièrement d'aller chercher quand même quelques joueurs en Iran. J'aurais voulu qu'ils aillent un peu plus loin. Bon, voilà, c'est pas le cas. Et puis, ils ont quand même fait rêver pas mal de gens. Oui. De pas, franchement, sur et puis ils ont apporté un peu de plaisir à un moment où le pays en avait besoin, quoi. Mais voilà, c'est le plus important. On va en conclure ici, hein, c'est une très bonne conclusion. Merci Marvin, comme d'habitude. À très vite. Avec plaisir. Merci beaucoup Mehdi d'avoir été là. Avec plaisir. Et merci Thomas. Tu reviendras ? Bien sûr. T'allais faire quoi comme geste ? J'habite à côté. Hein. T'allais faire quoi comme geste ? Dédicace pour toi. Hein. C'est la fête nationale d'ailleurs, le 28. Merci, ça me touche. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Entre les lignes.